Bonjour, on va démarrer. Alors, Carlotta Santini est chargée de recherche à l'UMR Pays Germanique, CNRS-ENS. Elle est spécialiste de l'Allemagne du 19e et du début du 20e siècle, qu'elle étudie sous l'angle de l'histoire des idées philosophiques, scientifiques et culturelles. Spécialiste de la pensée de Nietzsche, à laquelle elle a consacré de nombreux travaux et dont elle participe à l'édition des œuvres philologiques en français aux Belles Lettres et en italien chez Adelphi. Elle travaille également sur la réception de l'Antiquité et sur les études classiques dans l'Allemagne du XIXe siècle. Elle mène actuellement un projet de recherche sur la naissance de la pensée mythologique en Allemagne entre le XVIIIe et le XXe siècle, pour lequel elle étudie notamment les relations entre les sciences mythologiques et philologiques, ainsi que les constructions mythiques et idéologiques du tournant du XXe siècle. Et c'est dans ce cadre qu'elle va nous parler aujourd'hui de l'Allemagne secrète, un mythe savant. Merci beaucoup Carlotta. Merci David pour cette invitation, ce qui me permet un peu de sortir du cadre, de la comfort zone un peu des études nietzschéennes qui désormais occupent une grande partie de mon attention. Le projet que je vous présente aujourd'hui, la contribution que je vous présente aujourd'hui a été l'objet aussi d'un grand colloque que j'avais organisé il y a 2 ans à Copenhague, où j'avais convié beaucoup de germanistes, politologues et philosophes, bien évidemment, à réfléchir sur cette idée, ces mythes, cette topos littéraire dont j'essayerai aujourd'hui de vous dire quelque chose, l'Allemagne secrète. Dans une célèbre lettre du 2 février 1965, adressée au mythologue hongrois Károly Kerényi, Furio Jesi, qui à l'époque était un jeune chercheur de 24 ans, qui sera destiné à devenir l'un des plus originaux théoriciens du mythe, parle d'un projet qu'il avait à cœur et pour lequel il demande conseil et collaboration à son plus vieux collègue. Je cite, « C'est un livre que je veux appeler l'Allemagne secrète, destiné à étudier la survie de certaines images mythiques dans la culture allemande du 19e et du 20e siècle. Vous, Kerényi, vous avez vécu les problèmes qu'ils ont proposés. » Et il voulait dire, avec ces mots, les effets tragiques que cette survie d'images mythiques a eu pour la culture allemande, pour l'histoire allemande elle-même. Il se réfère notamment à la catastrophe du nazisme et de la Deuxième Guerre mondiale. Vous, Kerényi, vous avez vécu les problèmes qu'ils ont proposés avec la conscience d'un savant du mythe et en même temps d'un spectateur non passif de la civilisation européenne moderne. En particulier, votre participation à la vie spirituelle de Thomas Mann. Kerényi avait eu une longue échange épistolaire avec Thomas Mann avant et après la guerre. Notamment, il avait contribué factivement à la rédaction des grands livres mythologiques de Thomas Mann, les Joseph et ses frères. Et après la guerre, quand Thomas Mann avait publié son Dr. Faustus, qui était une sorte de transposition romanesque de la catastrophe morale de l'Allemagne, Kerényi s'était opposé fortement à ces projets en disant, justement vous qui avez passé autant de temps à discuter avec moi de la valeur fonctionnelle du mythe, justement vous risquez de tomber dans les pièges de juger une culture plutôt que juger les hommes qui commettent des crimes, etc. Donc, Jesi parle avec Kerényi justement parce que Kerényi avait participé à la vie spirituelle de Thomas Mann. Cela m'incite à vous consulter comme témoin plus sensible que quiconque aux graves implications morales de l'œuvre du plus grand artiste allemand du XXe siècle. Fin de citation. Kerényi répond en adressant un caveat aux jeunes collègues, pour les détourner, je cite, d'un projet colossal qui ne pouvait être accompli avec justice. Germania Segreta, miti nella cultura tedesca del Novecento, è paru en 1967 chez l'éditeur Silva de Milan. La tâche colossale a donc été accomplie, peut-être moins avec justice qu'avec intelligence. L'Allemagne secrète de Jesi pourrait être définie sans crainte d'abuser d'une métaphore, un voyage en Allemagne, les grands tours d'un intellectuel de souche juive, rompu aux ouvertures cosmopolites,
à travers les régions de la culture et de la littérature allemande du 19e au 20e siècle, qu'il aimait. Il était un germaniste, donc il aimait la culture allemande, mais il sentait les besoins de prendre une position éthique et critique face à cette même culture. Dans cet ouvrage, que l'on peut définir à bien des égards comme un modèle formel et méthodique pour l'ensemble des études germaniques italiennes, d'ailleurs, Jesi retrace certains des jalons fondamentaux de sa carrière de chercheur. Dans la constellation des auteurs qu'il a choisis, de Goethe à Thomas Mann, Bertolt Brecht, Rilke, Wagner et Leo Frobenius, pour ne citer que les plus significatifs, Jesi illustre certaines des étapes les plus prégnantes du processus de création et de compréhension de soi réalisé par la culture allemande dans à peu près un siècle. Dans son analyse, cette culture semble avoir été affectée dès le début et dans son intégralité par une tension interne polarisée autour de deux tendances opposées et apparemment inconciliables. D'une part, l'idéalisme humaniste, classique, écuménique, cosmopolite et éclairé, comme les connaissait déjà le XVIIIe siècle français, mais plus que ces dernières marquées par une tension vers la totalité qui n'est pas une simple forme d'encyclopédisme, mais une aspiration à la compréhension générale et idéale, intuitive du monde. D'autre part, nous trouvons la tendance à un repli vers l'intérieur, vers l'intériorité, la recherche de l'authenticité, du contenu, le rejet de la forme extérieure, la recherche d'un refuge dans l'ombre intime et arcane, typique de la spiritualité protestante et du mysticisme allemand. Cette double âme allemande est la Doppelgeschichtlichkeit, les doubles visages, voilà, dont nous parle Norbert von Hellingrath à la fin du 19e et au début du 20e siècle, homme de lettres et critique littéraire, proche du cercle de Stefan George. Une Doppelgeschichtlichkeit à laquelle il donne les noms de deux auteurs allemands, Goethe et Hölderlin. Je cite de son Hölderlin und die Deutsche. Nous nous appelons, alors je m'excuse pour la traduction, je le fais vite, de l'allemand, c'est un très beau allemand, mais je préférais vous parler en français aujourd'hui. Nous nous appelons le peuple de Goethe parce que nous voyons ces dernières comme les sommets les plus hauts qui peut atteindre notre lignée, comme la chose la plus grande qui soit surgie de notre souche, avec son humanité accomplie, qui oblige même les étrangers à l'honorer, eux qui ne peuvent pas comprendre sa profondeur. Je dis par contre que nous sommes les peuples de Hölderlin parce que c'est l'essence du peuple allemand, l'effet que son noyau les plus intimes et les plus ardents, qui se trouve infiniment sous la croûte de scories de la surface, ne se révèle que dans une Allemagne secrète, et qu'il s'extériorise chez des hommes qui ont dû mourir bien avant d'être vus et d'être ouverts un héros, et dans des œuvres qui ne confient toujours leurs secrets qu'à très peu de gens, et pour la plupart des hommes, elles sont totalement silencieuses et certainement toujours inaccessibles à ceux qui ne sont pas allemands. Car une telle Allemagne secrète, soit est-elle tellement certaine de sa propre valeur intime, soit elle ignore si innocemment sa propre signification, qu'elle ne fait aucun effort pour être entendue, pour se montrer. Fin citation. D'une part, il y a donc une Allemagne qui se manifeste dans la dimension lumineuse du visible, de l'extension, de l'immensité des horizons de Goethe, qui, comme le dira Friedrich Nietzsche dans les Streifzüge eines Unzeitgemäßen, poursuit la totalité par la mesure, par la délimitation d'un horizon de sens. Cette dimension extensive de l'esprit allemand, qui n'est qu'en apparence arrogante, contraste avec une dimension intensive qui creuse en profondeur, une dimension verticale et cette fois-ci, oui, vertigineuse. Cette dimension intensive de l'esprit et de la culture allemand peut s'exprimer à son tour selon trois vecteurs, celui justement de l'intériorité et de la spiritualité introspective du modèle luthérien, celui de la recherche d'un idéal transcendantal où la profondeur devient élévation et s'incarne dans l'expérience mystique d'un Meister Eckhart ou d'une Hildegard von Bingen, par exemple. Et enfin, le vecteur historique, qui projette dans le passé une verticale qui encourage un retour aux origines, à l'Ursprung. Toutes ces dimensions, ainsi que les polarités illustrées par von Hellingrath, seront également présentes dans ce que j'appelle aujourd'hui avec vous la mythologie de l'Allemagne secrète.
Pour en venir à une méta-analyse, j'aborderai l'Allemagne secrète d'abord comme un topos littéraire, au sens donné à ces concepts par Ernst Robert Curtius dans son livre célèbre La littérature européenne et le Moyen-Âge latin. Il s'agit en fait d'un phénomène à l'origine éminemment littéraire qui se développe au sein d'une culture, elle aussi éminemment littéraire, c'est l'allemande. Dans cette même culture, le topos de l'Allemagne secrète est d'abord mobilisé comme un outil critique pour changer ensuite et devenir une véritable mythologie, même une croyance, une foi, qui sera appropriée et ensuite aussi jugée à l'intérieur même de cette culture ou par les regards étrangers des autres cultures nationales. Cette formule binaire, Allemagne secrète, qui fait allusion à une réalité d'abord littéraire, s'est rapidement chargée de significations qui vont au-delà de la dimension purement fictive et même esthétique et aspire à une validité plus large, tant sur le plan historique que social et politique, de la culture et de la Weltanschauung allemande. On considère généralement que l'expression Geheimes Deutschland, Allemagne secrète, était inventée par Stefan George, le grand poète du début du siècle, qui a ainsi nommé l'un de ses poèmes les plus hermétiques en 1922. Mon Dieu, s'il est hermétique, l'Allemagne secrète. En fait, les premières occurrences de cette formule peuvent être retrouvées dans d'autres textes d'auteurs proches du cercle de George, tels que Norbert von Helmgrath, qu'on vient de citer, qui l'utilise déjà en 1915. Karl Wolfskehl, poète et érudit d'origine juive, a recours à la même expression en 1910 dans le volume inaugural du Jahrbuch für die geistige Bewegung, pour donner une définition, encore une fois, de la poétique de George. Mais les racines de ces concepts se trouvent, à mon avis, aussi dans les œuvres de Julius Langbein, de Rembrandt Deutsche, comme on l'appelait, et de Paul Böttcher, alias Paul de Lagarde, des auteurs chez lesquels les dimensions politiques et culturelles se croisent de façon tout à fait indissoluble. De Lagarde définissait encore en 1878 son Allemagne idéale de la manière suivante, je cite, « L'ancienne Allemagne n'a plus d'héritier, mais elle est beaucoup plus profonde et beaucoup plus haute que là où l'actuel chancelier du Reich, on parle ici bien évidemment de Bismarck, et ses amis les cherchent. Ce qui est jeté comme méta résonnant dans les creusets des cloches de l'avenir n'a rien à voir avec la presse et encore moins avec la presse gouvernementale. C'est derrière la charrue et dans la forêt qu'il faudra la retrouver. » Fin de citation. L'Allemagne secrète, telle que George l'a conçue et illustrée dans son poème, est un lieu de l'esprit, le sol sacré de la nation, dont les frontières s'étendent au-delà du temps et de l'espace, mais qui coïncident sensiblement dans son intention, comme dans l'analyse de Wolfskehl, avec les frontières de sa poétique. En tant que gardienne de l'imaginerie poétique et de l'imagerie poétique et de l'idéal humaniste de l'auteur, cette Allemagne s'oppose à l'Allemagne publique, à l'Allemagne officielle, au prosaïcisme de la bourgeoisie allemande, au champ des pommes et des betteraves, à la politique du chancelier du Reich. Mais si nous voulions définir d'une façon précise ce qu'est l'Allemagne secrète, notre tâche serait très difficile. Dans la poésie de George, ainsi que dans toutes les autres attestations que nous examinerons tout au long de cette journée, l'Allemagne secrète ne reçoit jamais un contenu positif. Elle se définit par ce qu'elle n'est pas, dans le sens le plus spécifique d'une rhétorique qui exploite les ressources d'une théologie négative. Vous savez peut-être, la théologie négative est une tradition théologique qui remonte déjà au père de l'Église grecque. Après Augustin, mais beaucoup d'autres théologiens latins l'ont développée. C'est l'idée qu'on ne peut pas attribuer à Dieu, qui est au-delà de toute imagination humaine, des attributs humains. Donc, quand on dit que Dieu est bon, que Dieu est vrai, que Dieu est puissant, on ne dit jamais la vérité, parce que Dieu est au-delà de ça. Et donc, alors, on préfère dire que Dieu n'est pas bon, qui est paradoxal, que Dieu n'est pas vrai, que Dieu n'est pas tout-puissant. Et ça, c'est la forme la plus haute de la théologie négative. La théologie négative a eu aussi un héritage important dans l'idéalisme allemand.
justement est conçue comme une forme de philosophie de la limite, philosophie des confins de la connaissance. Et on a aussi reconnu dans les kantismes, dans l'œuvre de Kant, une forme de théologie négative dans la mesure qu'il nous parle du noumenon comme de quelque chose qui est au-delà de toute connaissance, dont on ne devrait pas parler, ou on peut dire tout simplement ce qui n'est pas, mais pas qu'est-ce que c'est. Donc, l'Allemagne secrète relève d'une théologie négative, de quelque sorte. Lorsque des contenus semblent mobilisés dans l'orbite du concept d'Allemagne secrète, ils seront placés dans les non-lieux de la mémoire, de l'idéal du passé, de la projection de l'avenir. En tout cas, dans la dimension du désuet et de l'irréel. C'est dans ces non-lieux, dans cet espace intemporel, où l'on ressent un manque, l'absence de Dieu par exemple, le manque de sens, le manque de volonté, que les mythes se développent selon une autre célèbre thèse de Furio-Iesi. Furio-Iesi a une thèse très intéressante sur la mythologie et ce qu'il appelle la machine mythologique, le mécanisme mythologique si l'on veut, ne serait rien de plus qu'un outil du désir, c'est-à-dire une machine, une stratégie qui se met en mouvement là où on s'aperçoit d'un besoin, d'un manque. Donc les mythes répondent à un désir, à un manque. À ce titre, l'Allemagne secrète, créée par des intellectuels et pour des intellectuels, s'est mue de topos littéraire en topos mythique au moment même où le panorama intellectuel allemand vit sa crise des sons la plus profonde, en se découvrant radicalement déconnecté du tissu historique et politique de l'Allemagne actuelle. La même formule, Allemagne secrète, devient donc, au début du siècle, invocation, titre, slogan, presque un mot de passe que les disciples du cercle de Géorge se passent de main à main et que chacun change à son propre talent. Le concept négatif de l'Allemagne secrète prend la connotation d'une de ces idées sans parole, sans mots, contre lesquelles Iesi met en garde dans son livre sur la culture des droites. Nous sommes ici confrontés, selon Iesi, à une idée trop pleine, mais en même temps suffisamment vide, suffisamment vague pour s'accommoder aux plus différentes significations et, comme nous le verrons, aux jugements et aux nuances les plus diverses. Aujourd'hui, avec vous, j'essaierai de définir les frontières conceptuelles de l'Allemagne secrète et en utilisant aussi la guide méthodologique de Iesi, qui constitue le chapitre final de la longue histoire de l'Allemagne secrète, en retraçant quelques des auteurs qui ont contribué à sa première formulation comme topos littéraire, à son développement comme mythologème, parmi lesquels donc Paul de Lagarde, que je viens de mentionner, mais aussi et surtout Ernst Kantorowicz, et aussi un Français qui s'appelle Gaston Choisy, et que je suis sûre vous ne connaissez pas. Les postulats de l'Allemagne secrète est qu'il y a beaucoup d'Allemands et beaucoup d'Allemagne. Il y en a au moins deux, une secrète et l'autre évidente. Mais il y en a beaucoup plus qui collaborent à la construction du concept négatif de l'Allemagne secrète, comme l'affirme Gaston Choisy, auteur tout à fait mineur, pamphlétiste, bellétriste, qui a écrit sur Nietzsche d'ailleurs et sur la culture allemande en général. Il écrive, la partie de son œuvre qui m'intéresse, c'est qu'il écrive au tout milieu de la grande réaction anti-Bosch des années juste avant et pendant la Première Grande Guerre, réaction anti-Bosch à laquelle par exemple s'opposait fortement quelqu'un comme Romain Rolland, d'abord avec son magnifique Jean-Christophe et ensuite avec son article Au-dessus de la mêlée. Et je cite du pamphlet de Choisy en 1915, donc au tout début de la guerre, Allemagne secrète. Il y a l'Allemagne des politiciens et des militaires, il y a l'Allemagne des universités et des laboratoires, il y a celle des ingénieurs, celle de l'industrie, du commerce et de la finance, voire celle des écrivains et des artistes. Elles s'apprennent peut-être dans les livres. Et il nous donne aussi une citation, sans nous dire qui est l'auteur qu'il est en train de citer. Je poursuis. Il y a l'Allemagne des pensées et des gestes qui débordent tous les cadres et qu'aucune formule ne saurait enfermer, qui sont de toutes les catégories et de tous les métiers et professions, et qui ne se voient ni s'expriment nulle part, ou qui ne se voient que par accident et ne s'expriment que par oubli,
qui enfin par leur nature même vont autrement loin dans les secrets que les obscures manœuvres où nos ennemis auront préparé et mené la Grande Guerre. Fin citation. Comme vous pouvez le constater, ces passages contiennent une sous-citation, anonyme pour l'instant, qui produit une ambiguïté voulue par Choisy. Cet auteur n'est responsable que pour la rédaction des premières lignes de la citation où l'on énumère les différentes Allemagnes qu'on prétend de pouvoir distinguer et que selon l'affirmation sceptique de Choisy, il ne faut pas croire parce qu'elles n'existent que dans les livres. Gaston Choisy lui-même aurait pu, à juste titre, se compter parmi ses ennemis du peuple allemand mentionnés dans la deuxième partie de la citation que j'ai rapportée et sur laquelle on reviendra d'ici peu. Ces livres n'est pas sans haine. Je cite, comme Choisy le déclare lui-même, quelques lignes plus loin. Je vous rappelle qu'au-dessus de la mêlée des Romains Roland, d'abord s'appelait au-dessus de la haine contre l'ennemi allemand. Donc, ces livres n'est pas sans haine, et c'est certainement le moins qu'on le puisse dire d'un livre comme Allemagne secrète de Choisy, dur et violent, parfois méprisant, même insultant, surtout dans les passages misogynes sur la femme allemande ou les chapitres au pays du viol, du sadisme et de la métaphysique, qui c'est très sympa quand même, consacré à la philosophie allemande, qui correspond soigneusement au climat politique anti-Bosch de la France engagée dans la Première Guerre mondiale. Un climat qui affectera, comme vous le savez, pas seulement les pamphlets politiques, mais aussi la littérature. Pensez par exemple à Arsène Lupin, les gentlemen cambrioleurs, qui, en plein Première Guerre mondiale, devient un champion de la guerre contre la Prussie, de la guerre franco-prussienne. Donc, toute la culture, toutes les sciences s'engagent en guerre, en quelque sorte, dans la méprise de l'ennemi. Ces livres, conformément à la déclaration explicite de l'auteur, visent à, je cite, démanteler 25 ans de mensonges sur la grandeur allemande, et cela au biais d'un mélange d'intelligence et de vulgarité, de lucidité et facétie, en redonnant en caricature les modèles de la culture et de la littérature allemande. Choisy m'intéresse, et je l'ai découvert, au-delà de la relative pauvreté vraiment littéraire du pamphlet, car c'est presque un modèle du volume que Jesi consacrera à l'Allemagne secrète en 1967, bien que ne puisse pas repérer des références directes, donc je ne suis pas sûre qu'il a lu, etc. Certaines similitudes formelles et structurelles dans les travaux de ces deux auteurs pourraient rendre une telle hypothèse au moins concevable. Certains des thèmes abordés par Jesi dans son Allemagne secrète, l'image de la femme allemande, le prestige de l'intellectuel, les penchants pour la pensée ésotérique des Allemands, suivent un ordre très proche de celui des chapitres de Choisy, la femme allemande, les dogmes du silence et leur archi-secret. Dans l'Allemagne secrète de Choisy, la Weltanschauung allemande est attaquée, mise en scène et ridiculisée à travers ses écrivains et artistes et les personnages fictifs qu'il convoit, comme la Gretchen du Faust ou la Lotte du Werther. Comme dans les cas de Jesi, le profil de ces produits de la culture allemande est défini par Choisy avec perspicacité et sans critique, mais au contraire de ses premières, Choisy est assaisonné d'une verve profanatrice, explicite et caricaturale. Les mensonges sur la grandeur allemande sont ceux exposés dans la deuxième partie du passage déjà mentionné de l'Incipit de Choisy. Je vous ai dit cette citation anonyme, qui est en réalité une citation littérale d'un livre d'Adolf Lasson, philosophe allemand, lui aussi d'origine juive. Vous allez trouver beaucoup de juifs dans ma présentation. Das Kulturideal und der Krieg, 1868. Déjà, on recule presque un siècle. Déjà dans ses tout premiers textes, écrits peu avant la guerre franco-prussienne en 1870-71, par un partisan de la cause nationale allemande, on retrouve l'argument de la distinction entre multiples Allemagnes. Là, on invite les ennemis du peuple allemand, les Français bien évidemment et les autres nations européennes, à séparer l'Allemagne de l'esprit de celle militante et militaire, et même à reconsidérer les jugements historiques et politiques sur l'Allemagne qui se prépare à la guerre en vertu de la valeur de son âme culturelle inexprimée et inexprimable. Lasson est considéré par Choisy comme le précurseur de ces célèbres 93
signataire de l'Anruf an die Kulturwelt de 1914, l'appel des intellectuels allemands à leurs contemporains européens, tout au début de la Première Guerre mondiale, avec les viols de la Belgique, qui visaient, comme Lasson 50 ans plus tard, auparavant, à améliorer la réputation de l'Allemagne et idéalement à empêcher l'entrée en guerre des pays non encore alignés. Je vous cite quelqu'un des grands noms de cette liste des signataires, l'historien de l'art Wilhelm von Bode, le sculpteur Adolf von Hildebrandt, l'historien Karl Lamprecht, les peintres Max Liebermann, le philosophe Alois Riel, le fils de Richard Wagner, Siegfried Wagner, les grands philologues Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff et les philosophes et pères de la psychologie, les maîtres de William James, Wilhelm Wundt. Mais si ce n'était qu'on ne lui avait pas demandé, il n'était pas célèbre à l'époque, on aurait pu trouver parmi les signataires aussi Aby Warburg, qui aurait été prête à signer n'importe quoi à cette époque pour la défense de l'esprit allemand. L'Allemagne dont parle Lasson contient déjà tous les éléments qui seront ceux de l'Allemagne secrète de Georg von Ellingrath, une Allemagne des gestes et des pensées, invisibles et inexprimables. Nous y trouvons déjà l'élément d'incommensurabilité, d'élévation extatique, d'être au-delà de toute définition possible, une idée sans parole, ainsi que l'élément mystérieux du secret, d'obscurité, oubli de l'origine. Jouant sur l'aspiration de ceux qui, comme de Lagarde et Lasson, revendiquent la primauté d'une Allemagne spirituelle et culturelle, dont les racines remontent aux temps anciens, et contredisent la réalité historique et politique imparfaite, plus qu'imparfaite, du nouveau État allemand, Choisy affirme de manière non moins nette qu'il n'a toujours été question que d'une et d'une seule Allemagne. Je cite encore, car l'Allemagne essentielle, l'Allemagne qui demeure sur les formes qui passent et sur les ondes qui s'oublient, était déjà tout entière dans les chaos de l'époque où la Germanie n'avait pas de nom, dans les mystères des forêts que la main de l'homme fut si lente à éclaircir, et dans la désolation des marécages que le soleil n'a pas fini d'assécher. Elle est née de la rencontre de ces mystères et de cette désolation, et en elle les traits sont identifiables qui l'apparentent aux reptiles et aux grands fauves amis des bas-fonds et des épées fourrées. Fin citation. Mais au-delà de la haine des choisis, bien motivée par les contingences historiques, nous touchons de nos propres mains ce qui est le véritable point sensible du débat sur l'Allemagne secrète, un débat qui, non par hasard, a été réactivé de temps en temps avant la guerre franco-prussienne. On a bien vu Lasson, 4 pages, un anthropologue écrivait un livre qui s'appelait La race prussienne, qui n'existe pas, mais un anthropologue, il pensait qu'il existait, comme du race qui était destiné à faire la guerre. Et donc, on aurait dû, en tout cas, les tuer tous, pour éviter qu'il y ait d'autres guerres ne pouvaient pas avoir lieu. Donc, les débats s'est réactivé encore avant la Grande Guerre, comme vient de les voir, avec Choisy, avec Romain Rolland, entre les deux guerres, et après la Deuxième Guerre mondiale, avec Thomas Mann, Kerényi et Furio Jesi, que je viens de mentionner. Le point crucial de la question est de savoir s'il est possible ou non d'opérer une distinction entre différentes Allemagnes, la légitimité de concevoir une césure, et donc de séparer les jugements portés sur une Allemagne de la culture, des écrivains, des intellectuels, de l'esprit, et celui visant une Allemagne impérialiste, hégémonique, moderne, technique, économique, et finalement, comme l'est devenue, génocidaire aussi. Si Choisy accusait les intellectuels allemands de mensonges et de crypto-impérialisme, d'afficher la culture allemande comme un fétiche pour garantir les mensonges d'un visage civil à une Allemagne qui était aussi belliciste, mais Jesi, Furio Jesi, déplacera la question à un niveau certainement moins polémique, mais à mon avis, encore plus problématique et encore plus critique, le niveau moral. Jesi est également convaincu que les rêves d'une Allemagne secrète n'est qu'un alibi pour les intellectuels allemands, bien que peut-être dans certains cas un alibi créé de bonne foi. S'agit-il d'un alibi ou pas? Ce qui m'intéresse ici, c'est d'interroger pourquoi les intellectuels allemands ont pu créer cet alibi, cette rêverie pour eux-mêmes. Pourquoi tout au long du XIXe siècle et jusqu'à les siècles les plus controversés de l'histoire allemande, ils avaient besoin du mythe de l'Allemagne secrète.
L'argument de la distinction des Allemagnes sera également central dans le cas de l'un des acteurs les plus célèbres du débat sur l'Allemagne secrète, l'historien Ernst Kantorowicz. Alors là, c'est vraiment une figure énorme dont je ne peux pas vous parler de manière extensive. Mais comme Lasson et Wolfskel, Kantorowicz appartient à cette intelligentsia des intellectuels allemands d'origine juive qui adoptent des positions conservatrices et décidément nationalistes. Ce sont ces juifs allemands dont nous parle Hannah Arendt aussi. Aujourd'hui, peut-être vous avez lu quelque chose de Bruno Karsanti qui en parle, c'est tout à fait connu. Des juifs qui ont aimé l'Allemagne plus qu'eux-mêmes et qui ont vu dans les rêves d'une nation allemande et de l'appartenance possible à la nation allemande une voie pour sortir de leur isolation, de leur isolement en tant que juifs, une voie d'émancipation pour devenir à part entière membre de la société, de la civilisation moderne. Avec l'événement des lois raciales en Allemagne en 1933, bien que son prestige les protégeait encore des représailles, Kantorowicz a été le plus jeune professeur qui jamais a été appelé en Allemagne. Il a été appelé professeur à Francfort à 24 ans, encore plus jeune que Nietzsche. Voilà. Et il avait écrit un livre magnifique sur Friedrich II, l'empereur du Moyen-Âge, qui avait été le premier best-seller parmi les écrits scientifiques. Donc, aucun scientifique ne peut s'attendre que son livre devienne un best-seller. Je vous assure que Kantorowicz l'est devenu. Il était un héros de guerre, volontaire dans la première et aussi dans d'autres petites guerres allemandes. Donc il était tout à fait protégé, au moins dans les premiers temps, même s'il était juif, il était bien protégé. Donc de cette position de force, Kantorowicz décide de répondre et de protester contre l'émission des lois raciales en quittant l'enseignement pour la durée d'un semestre, donc pour signifier son opposition et son honte face à ces lois. Mais la brièveté symbolique de cette protestation, le retour immédiat à l'enseignement au semestre suivant, témoigne comme Kantorowicz s'est aperçu très rapidement de l'urgence de reprendre possession d'un espace public et institutionnel, tel que celui de l'université, que les lois raciales menaçaient de lui rendre inaccessible, en profitant peut-être aussi de son volontaire éloignement de l'enseignement. Les beaux discours qu'il prononça à l'occasion de son retour en force à l'université, Francfort, 14 novembre 1933, étaient intitulés, non par hasard, l'Allemagne secrète. Kantorowicz choisit ici de réaffirmer la célèbre distinction des deux Allemagnes, élevant l'Allemagne de l'esprit et les universités contre les ombres et la menace du gouvernement national-socialiste. Une conférence sur l'Allemagne secrète, tenue dans une université allemande en tant que professeur, plus encore qu'en tant que vétéran de guerre, juif allemand, nationaliste, est la stratégie choisie par Kantorowicz pour garder fermement et ostensiblement son pied dans l'institution publique et laïque que cette même Allemagne secrète était appelée à représenter. Alors, au-delà de l'échec factuel de cette entreprise, pas les étudiants, mais les chemises brunes sont rentrés en force dans la salle, ont interrompu la conférence et Kantorowicz a été éloigné, cette fois-là pour des raisons factuelles, de l'enseignement. Après, il s'est enfui en Angleterre, ensuite en Californie et finalement à Princeton. Et bon, il est survécu, sa mère non, sa mère est morte à Theresienstadt. Au-delà de l'échec factuel de cette entreprise, c'est sur la légitimité même de la distinction que Kantorowicz a continué à opérer jusqu'à la fin de sa vie, avec une petite exception, si vous êtes curieux, on peut en parler. Questa distinction que Kantorowicz a continué à opérer, ainsi que sur sa volonté de maintenir les jugements intellectuels sur la culture allemande les plus distants possibles du jugement éthique sur l'Allemagne nazie, qui va porter la critique de Furio Jesi aux théoriciens de l'Allemagne secrète. En effet, la suspension du jugement moral à l'égard de l'Allemagne secrète risque, selon Jesi, d'obscurcir moins la condamnation évidente de l'Allemagne nazie
qu'est la conscience des responsabilités culturelles de l'intelligentsia allemande et aussi l'intelligentsia allemande juive, des artistes et des intellectuels allemands, indépendamment de leur engagement nationaliste ou voire aussi plus tard nazi. On ne peut se contenter d'un procès de l'Allemagne réelle, publique, trop facile dans ces cas et surtout au lendemain de la violence de la Seconde Guerre mondiale, sans comprendre, selon Jesi, les raisons culturelles qui ont fait de la nation la plus évoluée et culturellement raffinée du XIXe siècle les porte-parole du message antisémite, des atrocités du Troisième Reich. Même pour Jesi, comme déjà pour Choisy, on ne peut pas parler de plusieurs Allemagnes, mais il faut parler d'une seule, quoique divisée et contrastée à son intérieur. Alors, combien y a-t-il d'Allemagnes? Si donc les Allemagnes prétendent être nombreuses, l'Allemagne secrète en suppose, comme je dis, toujours au moins une autre, un doppelganger auquel elle est liée par une relation d'opposition polaire. Une Allemagne publique contre une Allemagne secrète, une Allemagne réelle contre une Allemagne idéale, une Allemagne séculaire, une Allemagne atemporelle, une Allemagne visible, une invisible, une matérielle, une spirituelle, extérieure, intérieure, toutes les polarités que vous voulez. Toutes ces oppositions se prêtent, selon Jesi, c'est une traduction trop facile dans la distinction à la fois trompeuse et simpliste entre une bonne et une mauvaise Allemagne. Comparable au topos chrétien des deux cités, des deux villes, la ville de Dieu et la ville des hommes, Jesi utilise une autre image qu'il retrouve dans un conte, un poème en réalité, un poème épique rapporté par un anthropologue nationaliste de l'époque, Leo Frobenius, que j'aime beaucoup et je connais bien, qui, selon lui et selon moi aussi, fournit un excellent canevas pour donner finalement un visage à cette idée d'Allemagne secrète. C'est un texte, je vous ai dit, africain, une épique africaine, qui raconte l'histoire de la capitale d'un grand empire qui finalement il est perdu dans les temps, dont les gens peuvent seulement encore rêver et se rappeler, mais qui est désormais perdu et terminé. S'appelle Les luttes des Gassir. Je vous lis les passages parce que c'est très beau quand même. 4 fois Ouagadougou. Ouagadougou est la ville en question. L'actuelle Ouagadougou, si l'on veut, paraissait merveilleuse à la lumière du jour. 4 fois elle était perdue, de sorte que les hommes ne la voyaient pas. Chaque fois que Ouagadougou était érigée sur terre, visible aux hommes, elle avait 4 portes, une au nord, une à l'ouest, une à l'est et une à sud. Peu importe si Ouagadougou est faite de pierres et de terre, ou s'elle vit seulement comme une ombre dans la pensée et la nostalgie de ses enfants, puisque Ouagadougou elle-même n'est pas faite de pierres, elle n'est pas faite de bois, elle n'est pas faite de terre. Ouagadougou est la force qui vit dans les cœurs des hommes, qui à un moment est reconnaissable parce que les yeux permettent de les reconnaître, parce que les oreilles entendent les coups d'épée et les sons sur le bouclier, et à un moment elle est invisible parce qu'elle est fatiguée et pressée par le caractère inapprivoisable des hommes, elle s'endort. Fin citation. La ville mythique de Ouagadougou, capitale, je vous le dis, d'un grand royaume perdu, qui a autant enchanté aussi des poètes et des musiciens, un autre philo-allemand irréductible comme le poète Ezra Pound, par exemple, est invisible aux yeux de tous hommes, sauf pour les yeux de ceux qui veulent la voir. Elle est à la fois réelle et irréelle, et peu importe qu'elle soit bâtie en pierre ou de la matière éthérée des pensées. Elle vit dans la mémoire vivante des désirs des hommes comme réalité éternelle et pérenne. Elle est au-dessus des peuples et des individus qui, même s'ils sont parfois appelés à la représenter, ne sont pas finalement dignes de la posséder définitivement. Les hommes appelés à habiter l'Allemagne secrète, comme les hommes qui rêvent de Ouagadougou, sont porteurs d'une culture au sens purement anthropologique du terme, c'est-à-dire ils sont les vecteurs, les véhicules qui transportent une culture, alors que celle-ci, leur survie, bénéficie en fait d'un statut tout à fait indépendant d'eux. La légendaire Ouagadougou possède les 4 portes orientées vers les 4 points cardinaux, et donc pour Leo Frobenius, comme aussi pour Ezra Pound, il est un véritable cosmogramme, une Weltanschauung en elle-même. Mais quelles sont donc les frontières, s'il y en a des frontières, les repères de l'horizon de l'Allemagne secrète? Selon les discours prononcés par Kantorowicz à Francfort, non seulement les frontières politiques ne sont pas pertinentes, mais aussi les frontières géographiques. Aux yeux de l'humaniste, qui oublie
élégamment de mentionner les prosaïques champs de betteraves de l'Allemagne réelle, la géographie de l'Allemagne secrète contient le monde entier. C'est un peu la Toscane, c'est un peu la France, un peu la Grèce, un peu la Sicile, la patrie de Friedrich II. Si ces coordonnées géographiques idéales englobent l'ensemble d'Europe, il sera encore plus difficile de définir la nationalité de ses habitants. À être désignés comme empereurs de l'Allemagne secrète par Kantorowicz sont tous les esprits qui ont contribué à en construire l'idée, indépendamment de leur germanicité ou non, à tout moment et en tout lieu. À la place des politiciens et conquérants, nous avons des saints, des artistes, des visionnaires et des penseurs. Toutes les figures qui composent les Valhalla de l'Allemagne secrète sont en fait des figures excentriques, ainsi qu'elles tracent les voies centrifuges par rapport à la conception étroite d'un peuple, d'un sol, d'un sang de la nation. Parmi les empereurs secrets de cette Allemagne, nous rencontrons Albrecht Dürer, qui fut le premier à enseigner le style italien à l'Europe du Nord, Holbein le Jeune, qui a vécu entre la Suisse et l'Angleterre, Luther, qui a formalisé une langue qui n'existait encore pas, qui a inventé une langue et qui a ouvert les portes de la spiritualité intérieure, les Magus Hamann, qui vivaient aux frontières de l'Empire, dans la Königsberg, qui est désormais devenue Kaliningrad, et son élève Herder, qui a passé de longues années à Riegen dans les domaines de Tsar. La série se termine avec Winkelmann, qui était grec dans l'esprit et qui a vécu en Italie et est mort à Trieste, Hölderlin, qui lui aussi vivait en Grèce, au moins dans ses désirs, et les grands Goethe, qui voulait apprendre l'anglais et n'a reconnu d'autres limites que celles de l'horizon de son regard intérieur. Il semble presque que le véritable esprit allemand est irrémédiablement étranger aux étroits confins de l'Allemagne réelle, et il est porté à regarder l'Allemagne de l'extérieur, comme si c'était des étrangers dans leur propre patrie. Comme champion de cette multitude d'empereurs idéaux, nous trouvons enfin un empereur réel du Moyen-Âge, c'est Frédéric II de Souabe, le Stupor Mundi, à qui Kantorowicz dédia son œuvre capitale en 1927. Plus qu'un empereur du Sacré Romain Empire, Frédéric de Souabe, né à Iesi, dans les Marques en Italie, c'est mon compatriote, vécu entre la Sicile et les Puys, ami du Saladin, qui une seule fois dans sa vie mit les pieds en Allemagne, représente pour Kantorowicz une idée de royauté et de culture. Frédéric II est pour l'historien allemand un grand artiste qui a su inventer des formes originales. Il est par exemple considéré l'inventeur de l'université, qui a créé une culture cosmopolite, qui a caractérisé une époque et imprimé une marque indélébile dans la Weltanschauung médiévale. Kantorowicz nous dit que si on était resté à Friedrich II, on aurait eu l'Europe bien avant cette fantôme bizarre que nous avons aujourd'hui. Cette approche historiographique lui a valu, comme on le sait, la critique sévère d'Albert Brachmann, qui a accusé Kantorowicz d'avoir appliqué l'imagination créatrice, donc cette idée romantique de la Einbildungskraft, à l'historiographie, dans le seul but de créer un mythe et non de fournir un traitement historique fiable dans le sens de la Darstellung rankienne. En réponse d'être accusé d'être poète, artiste et non pas historien, Kantorowicz a publié une deuxième édition après 6 mois, un an, du même livre, qui est redoublé avec des notes qui font 2 volumes à part. Donc je vous assure qu'il savait bien ce qu'il disait. Il n'y a donc pas un vrai peuple de l'Allemagne secrète, mais seulement un peuple idéal. Elle inclut les grands du passé aussi que les intellectuels du présent, qui sont également représentés par une idée de germanisme étendue, bien évidemment aussi aux juifs, et conçue comme véritablement cosmopolitique. Telle est la véritable signification de l'Urvolk, comme le veut Fichte, dont parlent les théoriciens de l'Allemagne secrète, pas les légendaires peuples germaniques que, par exemple, un archéologue comme Gustav Cousin a prétendu croyait pouvoir reconnaître des gens installés en Allemagne depuis le néolithique, comme si les mêmes hommes qui étaient à l'époque sont strictement les mêmes que nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est strictement impossible du point de vue anthropologique. Non pas les Allemands dont parle Tacite, même si bien évidemment Tacite est très important pour cette formation de l'idée d'Allemagne secrète. Encore moins, certainement pas, les Prussiens modernes.
ou, ça c'est exclu, le futur nazi. L'Urfolk est ce peuple qui n'est pas encore né, mais dont le modèle a toujours été présent dans la contemplation des intellectuels allemands. C'est un idéal avec un potentiel opérationnel. Aux yeux de Jesi, qui utilisait ici une théorie de Kereni, l'Urfolk est un mythe car il constitue un modèle, un idéal régulateur qui inspire et auquel on s'appuie pour évoluer dans les présents et agir dans l'avenir. Selon Kereni, qui était mythologue strictement, expert d'histoire des religions, les mythes est un schéma, quelque chose auquel on retourne pour se donner des exemples, pour avancer dans la vie. Et donc, les succès de certaines histoires, de certains contes, de certaines images est dû au fait qu'elles sont pour nous toujours valables, elles sont toujours pour nous reconnaissables et c'est plus simple pour nous d'avancer dans la vie, de progresser, etc., en partant de quelque chose que d'autres ont fait avant nous et dans lequel on peut se reposer et dont on peut prendre de nouveaux élans. Donc, l'Urfolk est un mythe car il constitue un modèle. En cela, l'Urfolk, le peuple originaire de l'Allemagne secrète, ne peut manquer de rappeler l'Übermensch de Friedrich Nietzsche, qui à son tour trahit, en tant que théologème, une dimension un peu religieuse. La seule différence, si vous voulez, est que la projection de l'Urfolk s'est faite dans un passé originaire, tandis que l'Übermensch se situe dans un futur indéfini, bien qu'en fait, leur nature des modèles typologiques les place au niveau du présent et en dehors de l'histoire. Paul de Lagarde, qui ne fut sans doute pas le moins politiquement impliqué des théoriciens de l'idéal allemand, explicite même en ce sens. Je cite, « L'Allemagne n'est ni un concept géographique, ni un concept politique au sens banal du terme. Une patrie, Vaterland, appartient au groupe de forces éthiques. Et donc ces affaires ne peuvent pas être prises en charge par les classes dirigeantes, mais seulement par les pathos éthiques de tous ces enfants. » Fin citation. L'Allemagne de Lagarde est donc une entité morale qui coïncide, tout comme la ville perdue de Ouagadougou, avec l'esprit et les aspirations de tous les individus qui composent son corps. La manière dont les individus appartiennent à ces corps spirituels et idéal trouve sa théorisation dans la réévaluation par Kartarovitz de la doctrine chrétienne du corps mystique dans son célèbre essai, son livre le plus célèbre, The King's Two Bodies. L'Allemagne secrète n'est pas un État avec des frontières et des habitants réels, ni une entité politique au sein d'un corps collectif qui organise hiérarchiquement les membres qui les composent, comme dans la vision du Léviathan de Hobbes. C'est une idée éternelle qui se maintient au-dessus des événements et qui est capable, par ses incarnations ou par son seul exemple, de donner un sens à ce qui s'y réclame. Non moins, l'Allemagne secrète peut être une patrie, un Vaterland, selon de Lagarde. Heidegger aurait utilisé ici le terme de Heimat. Peut-être que le concept de Heidegger peut nous aider à comprendre le type d'appartenance des habitants de l'Allemagne secrète qui était conçue à cette époque. Il ne s'agit pas d'une forme d'appartenance comme celle qui unit les individus dans une foi unique, par exemple, religieuse ou politique, quoi qu'en soit, et qui les pousse à une véritable cohésion, à éliminer les différences, à serrer les rangs, comme le font les fascistes, fare quadrato, en se dirigeant tout ensemble vers une seule direction. Cette Heimat est, comme le veut le Heidegger, pas par hasard, des essais sur Hölderlin, une invitation à la Heimkehr, à revenir à soi-même, à ses propres origines, comprises comme son propre noyau de sens. Un retour à soi-même qu'il ne faut pas l'oublier est destiné pour Heidegger à ne s'accomplir jamais. Le mouvement d'aspiration vers l'Allemagne secrète est donc d'abord un mouvement individuel qui part de la conscience de l'individu et en fait, ils sont des individualités fortes, distinctes et granitiques, celles des intellectuels qui ont contribué à configurer cette mythologie. Même quand on parle des adhérents du cercle de Stefan Georg, on parle des personnalités tout à fait différentes, très éloignées, et on a même mis en doute le fait qu'on pouvait véritablement parler d'un Georg Kreis, donc d'un cercle de Georg. Le plus beau livre sur Stefan Georg, c'est le Kreis ohne Meister de Ulrich Raulf, donc un cercle sans chef, en quelque sorte.
Et l'effet est que justement la fascination pour Georg a touché des figures très différentes, parmi d'autres beaucoup de juifs qui finalement, et beaucoup de gens qui sont devenus des nazis, tout au contraire, donc des personnalités énormément différentes, mais qui à un certain moment ont répondu au même idéal, qui se sont associés autour d'un idéal. Donc, que cette tension vers l'idéal peut engendrer un deuxième mouvement réel, plus général, qui implique une communauté orientée vers l'action et vers l'unité, qui peut être donc nationale, est un fait accessoire du point de vue de la théorisation de l'Allemagne secrète. Et à y regarder de plus près, il serait exclu par principe par les tout premiers théoriciens de ces concepts. Encore de Lagarde, je cite, « L'Allemagne que nous aimons et que nous voulons voir n'a jamais existé et n'existera peut-être jamais. L'idéal est quelque chose qui est et n'est pas en même temps. C'est le soleil qui brille dans les cœurs les plus profonds de l'homme, autour duquel tournent nos pensées et nos forces, autour duquel tournent tous les centres, qui orbitent autour de notre vie, un soleil dont l'éclat s'estompe de plus en plus quand il émerge du fond des âmes à la lumière du jour. » Mais l'insistance sur l'absence d'un véritable organe politique, sur l'indétermination géographique et temporelle de l'Allemagne secrète, ne pourrait cacher, à son tour, une position politique elle-même. Quand Lagarde écrive l'Allemagne qu'il connaissait était bien sûr la Verspätete Nation, la nation en retard par excellence, mais sous l'impulsion de l'hégémonie prussienne réaffirmée avec le Second Reich, c'était quand même une réalité politique à part entière. La position de Lagarde peut donc être définie comme anti-politique, c'est-à-dire contraire à la politique de son époque, mais pas encore apolitique comme celle qui sera prétendue quand même par Georg ou par Thomas Mann entre les deux guerres. Si vous avez jamais lu les considérations d'un apolitique de Thomas Mann, c'est un livre qui vaut vraiment la peine de lire. De Lagarde était en fait très actif politiquement au sein du Parti conservateur, tout comme le sera Leo Frobenius par exemple. Et même parmi ces auteurs très engagés, il y a un fort désenchantement face à la politique de l'époque, un pessimisme caractérisé par de fortes tensions impérialistes guidées par des intérêts commerciaux industriels. Ils n'avaient vraiment pas intérêt à ça. Ils étaient des humanistes et ils voulaient que les centres de convergence de l'idée d'Allemagne, même politique, étaient celles des valeurs, de la culture, etc. Je cite encore de Lagarde, « Tout ce qui est spirituel doit avoir un corps sur terre pour être actif dans l'histoire. Ce corps se constitue par lui-même là où l'esprit n'est pas empêché de le construire. Il s'agit donc pour l'instant d'éliminer les obstacles, de former une communauté choisie et capable de rester fidèle. Si nous ne trouvons pas les bonnes personnes en Allemagne pour cette tentative, et si nous ne les trouvons pas bientôt, alors nous ne pouvons que renoncer à l'avenir de notre pays. L'Allemagne existera peut-être encore un certain temps, mais elle cessera de vivre très bientôt. » Je vais vers la conclusion parce que même si un peu longue, mais je ne veux pas parler trop longtemps, j'ai déjà fait trop. Alors, l'Allemagne, ou plutôt les Allemagnes de Lagarde, Kantorowicz, Frobenius, renoncent à leur pertinence historique pour en exiger une encore plus décisive, la pertinence d'un projet éternel capable de façonner le présent et de déterminer le futur. D'une part donc, les articulations temporelles de l'Allemagne secrète s'étendent à tous les temps, tandis que sa propre idée est située hors du temps. Essayons de regarder un peu de plus proche cette dimension idéale et supratemporelle qui détermine, à mon avis aussi, le caractère sacré qu'à un certain moment, l'idée de l'Allemagne secrète prend. Je cite de Lagarde, qui cite à sa fois Goethe. D'abord Goethe. Qu'est-ce que c'est le sacré? C'est qui lie beaucoup d'âmes ensemble. Quelle est la chose la plus sacrée? C'est qui aujourd'hui et pour toujours rend les esprits de plus en plus profonds, toujours et seulement un petit nombre d'entre eux. Fin citation de Goethe. Et maintenant de Lagarde, on peut retourner ces phrases et avec elles renverser la question et affirmer que ce qui unit les gens est le sacré. Si nous demandons de la nationalité allemande de notre temps, nous demandons les idéaux des Allemands de notre temps. Il n'y a pas de réponse à cette question car un tel idéal n'existe pas.
Et c'est pourquoi il n'y a pas de nationalité allemande. Dit par l'un des plus importants nationalistes allemands, c'est quand même étonnant. Ce qui confère le caractère sacré à l'Allemagne secrète, c'est qu'elle est invisible, intangible, ineffable, inaccessible. Plutôt qu'un idéal qui se présente comme un objet d'émulation, c'est un mystère dont le pouvoir est encore plus fort lorsqu'il est entouré par le silence et la pudeur. Déjà, Friedrich Nietzsche, que je viens de citer plusieurs fois aujourd'hui, à cause de toi aussi, l'un des théoriciens de cette équation conceptuelle entre la pudeur, le charme, le mystère et le sacré, a reconnu que ce mécanisme mythologique, pour utiliser encore une fois les mots de Jesi, à l'œuvre dans certains des domaines les plus importants de la société moderne, dans la gestion du pouvoir, dans les domaines religieux, dans l'encadrement par exemple de la sexualité par l'institution du mariage. En bref, ce dont nous avons honte de parler, c'est que nous cachons et dont l'exposition à la lumière du jour cause une perte de prestige et de valeur, tel est ce que Nietzsche appelle un mystère. L'Allemagne secrète est pour ses partisans un mystère à tous égards. La rhétorique a contrario, donc la théologie négative, les arguments a silencio, adoptés par les différents théoriciens, sont proches à ce que Fourier appelle les discours mystériques. Dans un autre livre qui s'appelle Il linguaggio delle pietre, Jesi décrit la sagesse des mystères de l'Antiquité, secrète et cachée, qui reste incompréhensible même pour les plusieurs degrés d'initiation. Mais l'essence de la condition initiatique consisterait selon Jesi, précisément dans le fait que cette sagesse n'exige pas d'être vraiment comprise. C'est peut-être le cas, comme on l'a prétendu, parce que cette sagesse est trop profonde pour être comprise, ou peut-être au contraire, et ça c'est la thèse de Jesi, parce que simplement, il n'y avait rien à comprendre. Dévoiler un mystère, c'est déjà la fin du mystère, la fin du pouvoir que le mystère détient grâce à son aura de pudeur et de silence, d'autant plus s'il n'y a rien derrière le voile. Dans les plus mythologiques des livres écrits par Thomas Mann, Joseph et ses frères, dans les prologues, qui s'appellent Descente aux enfers, une définition des mystères est énoncée. Les mystères ne connaissent pas les temps, mais la forme de ce qui n'a pas les temps est ici et maintenant. Voilà que ce qui est hors du temps est encore plus présent, en quelque sorte. Regardons donc de plus près les articulations temporelles de la mythologie de l'Allemagne secrète. Nous avons parlé de l'inactualité, du rejet du présent comme vulgaire, prosaïque, inadéquat pour l'idéal. En même temps, l'Allemagne secrète aspire à la validité éternelle et plus concrètement à une incarnation future. Je cite de Delagarde, « Tout ce qui est spirituel doit avoir un corps sur terre pour être actif dans l'histoire. » L'Allemagne secrète a en fait de multiples dimensions temporelles. La première et la plus importante est la relation avec le passé. Comme nous l'avons vu, les habitants de l'Allemagne secrète sont avant tout les grands hommes du passé. À première vue, donc, celui de l'Allemagne secrète peut paraître comme un idéal nostalgique visant à un passé de grandeur qui ne reviendra jamais. Sauf que, de la part des contemporains, ce processus de législation de la grandeur constitue un acte fondateur précis. Des points de départ sont établis dans le passé, des chiffres de référence à partir desquels il est possible de dessiner une perspective sur le présent et l'avenir. Dans cette perspective historique, on pourrait expliquer par exemple l'un des passages les plus controversés de l'Allemagne secrète de Kantorowicz, l'un des passages les plus mystériques que je vous cite. L'Allemagne secrète, c'est presque un passage menaçeux, comme une menace. Menaçant, merci. L'Allemagne secrète est comme un jugement universel et une résurrection des morts, toujours proche, présente. Elle est vraiment existante et vraie comme la mort. C'est la communauté secrète des puissants et des sages, des héros et des saints, des bourreaux et des victimes que l'Allemagne a créée et qui se sont offerts à l'Allemagne. Vous pensez que ça a été écrit en 1933, mais imaginez si on lit ces pages encore aujourd'hui, lire un passage comme celui-là, ça sidère quand même pour la clairvoyance aussi. Ces passages difficiles semblent faire résonner cette religio mortis, la religion de la mort, que Jesi identifia et condamna comme le caractère dominant des élites militaires d'extrême droite, les crans des SS ou le Viva la muerte des phalangistes espagnols.
et qu'il ne manqua pas de révéler également dans la complaisance à ses yeux moralement coupable de certains intellectuels à l'égard de pensée de la morte. Et selon Jesi, ces cultes de la morte oui, a réuni différentes expériences intellectuelles, comme celle de Cesare Pavese, la sympathie pour la mort de Thomas Mann, la pulsion de mort théorisée par Sigmund Freud, jusqu'à l'être pour la mort de Martin Heidegger. Il allait un peu trop vite, mais il observait cette fascination pour des figures mortifères à une certaine époque qui était plutôt sombre pour l'histoire de notre culture. Mais c'est précisément la perspective historique qui constitue, à mon avis, la véritable caractéristique dominante de la pensée de Kantorowicz, il était un historien, qui nous permet ici d'éviter une lecture purement nihiliste de ses propos. À l'incongruité de faire référence à un passé qui n'existe pas, de les construire en vue d'un futur encore à produire, s'ajoute celle du statut temporel de l'Allemagne secrète, considérée à la fois comme très ancienne, éternelle et originaire, et très jeune. L'Allemagne est en fait, je l'ai dit, la Verspätete Nation d'Helmut Plessner, donc la nation à retard, la dernière née dans les grands processus de consolidation nationale des États européens et qui a défini tardivement ses traits culturels. Son Dante est né à Francfort en 1749 et mort à Weimar en 1832. Spirituel, la réforme luthérienne, linguistique, le dictionnaire de Grimm a vraiment arrêté les procès de formation de la langue, délaissé de Kant sur les Lumières, aux théoriciens de la doctrine littéraire et politique de la révolution conservatrice au début du XXe siècle, il était largement admis que l'Allemagne serait la prochaine nation à mener une révolution, après la France, la véritable héritière de la France. La France aurait échoué, et donc c'est à l'Allemagne de faire la véritable révolution. Sur la nature de cette révolution, on a dit tout ce qu'on voulait, révolution socialiste, réformiste, conservatrice, national-socialiste. Les hypothèses étaient les plus variées. L'élément constant, cependant, était celui selon lequel l'Allemagne serait un pays jeune, avec des forces spirituelles encore vierges et immatures, qui recevra, le moment venu, l'héritage de toutes les nations qui l'ont précédé. Au-delà des contingences historiques, la définition de l'Allemagne de l'esprit comme actuelle et éternellement jeune nous permet de la comparer avec les cas d'un autre modèle culturel, le modèle grec. L'équation grec-allemand, voilà, un grand topos de la culture classique de la fin du XVIIIe siècle, qui a survécu jusqu'au début du XXe siècle. Le peuple grec était également défini par les prêtres de Sais, ainsi que par Winkelmann, comme un peuple jeune. Ce n'est pas à cause de leur tardive rentrée dans l'histoire, par rapport par exemple à très anciens Égyptiens, mais à cause de leur faible tendance à préserver la mémoire du passé. Le peuple grec est peut-être aussi vieux que les autres, mais il n'a aucun souvenir de lui-même, il ne ressent pas le poids du passé, il n'a ni histoire ni science, mais il vit dans un présent éternel où il apparaît chaque fois comme s'il venait de naître. Cette jeunesse, cependant, n'a rien à voir avec la naïveté ou l'originalité que Schiller prétendait attribuer aux Grecs. La vision de la Grèce des partisans de l'Allemagne secrète a beaucoup changé depuis l'époque de Winkelmann et Goethe. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, il y a eu Hölderlin. Les théoriciens de l'Allemagne secrète sont les responsables de la Hölderlin Renaissance, de la grande renaissance de cet auteur qui était considéré mineur, et Nietzsche, bien évidemment, qui ont radicalement changé la perception du monde antique. La Grèce de Nietzsche et de Hölderlin est un pays aux énergies intactes, mais certainement pas un pays primitif ou simple. Les Grecs superficiels par la profondeur de Nietzsche sont entourés de grandes civilisations dont ils ont pu apprendre et dont ils ont assimilé les caractères de la culture, parvenant à les approprier. Comme les Grecs, maintenant les Allemands, les jeunes Allemands, les gens sans histoire, sont appelés à apprendre, à aller à l'école des grandes civilisations, les Italiens, les Français, les Hébreux, pour construire leur propre identité. Selon Delagarde, même le caractère de l'Allemagne idéale est un caractère acquis, erworbenes, et non original, selon les sens les plus forts de ces concepts limites, c'est-à-dire d'une création ex nihilo. Les étapes spirituelles de l'Allemagne secrète sont toujours un résultat des conquêtes spirituelles.
Les rapports avec les cousins grecs obéissent également à cette loi de développement. Comme le dit à juste titre Kantorowicz, c'est un preuve d'une admirable virtuosité dans l'utilisation de l'ambiguïté. Certes, il existe un lien de sang direct, secret, entre l'Hellade et l'Allemagne, mais ces liens doivent d'abord être générés. Donc, il y a un rapport de sang, mais il n'y a pas. Et donc, il faut les créer. Pas couchant avec les femmes grecques, mais à travers l'esprit, justement. Les paradoxes d'un passé qui n'existe pas, mais qui peut et doit être généré, nous amènent à réfléchir sur les mécanismes de la mémoire et de la production de modèles qui ont conduit à la formulation de la mythologie de l'Allemagne secrète. Il faut nous rappeler ici des mécanismes de la mémoire illustrés par Nietzsche dans la deuxième Abhandlung de la généalogie de la morale. L'homme doit d'abord se construire un passé, duquel se faire dériver nécessairement, pour devenir un être capable de promesses, de promettre, capable de responsabilités envers lui-même vis-à-vis de son propre futur. Cette coexistence du déterminisme et de l'antidéterminisme, de la nécessité et de l'arbitre, de l'hérédité et de la liberté, joue un rôle aussi déterminant dans les mécanismes de l'Allemagne secrète. Dans ces dispositifs, nous reconnaissons aussi le fonctionnement de la machine mythologique de Jesi, une structure morphologique, un topos littéraire à l'origine, capable d'attirer un contenu spirituel et de l'organiser dans une structure de sens. Ainsi, l'Allemagne secrète, située dans un lieu indéterminé entre passé, présent et futur, se constitue comme un point de départ éternel pour une origine nouvelle, pour une origine authentique. L'appel à l'Ursprung, à l'origine, est donc tout à fait trompeur. Nous ne sommes pas ici devant une origine chimérique ou une complaisance nostalgique d'un passé qui ne reviendra pas, mais nous avons affaire à un mécanisme fondateur et producteur à venir. L'Allemagne secrète propose des modèles tout passés, mais ce sont des mythes vivants et actuels capables de montrer les chemins et de donner l'exemple. Le jugement universel dont parle Kantorowicz, la résurrection des mortes qui nous avait fait autant peur, et les Jungstag, les derniers jours, mais littéralement les jours les plus jeunes pour les peuples les plus jeunes. Certes, cette nouvelle origine, cet Ursprung idéal, est une origine prétentieuse qui relève d'un prétexte, mais c'est précisément le point intéressant de la production et de la réélaboration de cette mythologie tout au long de presque un siècle, et certainement pas les siècles les plus tranquilles de l'histoire allemande. Il y a donc à la base la conviction qu'une culture ne peut naître nécessairement par nécessité. Donc, c'était l'époque de la foi dans l'évolutionnisme. On pensait que même la culture était en quelque sorte nécessaire, suivait un développement qui était tout à fait nécessaire. Mais tous ces penseurs-là, même avec leur pessimisme acharné, ils sont convaincus que la culture peut naître par volonté. Et voilà, c'est notre dernier espace de liberté. Et je termine sur ça. Merci.